43 minutes, les matins de France Culture jusqu'à 9 heures avec aujourd'hui cette question de la Syrie à la Libye. Que peut l'Occident avec nos invités? Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Filu. Bonjour. Vous êtes parmi nous aujourd'hui notamment à l'occasion de la sortie du film Le Serment de Tobrouk de Bernard-Henri Lévy et de la publication de deux énormes livres qui sont, je crois d'ailleurs, en compétition pour un prix au Sénat aujourd'hui. Jean-Pierre Filu, La Révolution arabe, 10 leçons sur le soulèvement démocratique et l'histoire de Gaza, tous deux publiés chez Fayard. Le Serment de Tobrouk, Bernard-Henri Lévy, c'est le récit de votre engagement, à la subjectivité très assumée, affirmée, et vous nous faites découvrir les images inédites de la guerre de Libye, les coulisses de l'émergence, puis de la reconnaissance internationale du Conseil national de transition libyen, qui a été le moment clé du conflit. Vous racontez 7 mois de campagne par un homme qui n'a jamais fait son service militaire, dites-vous, mais qui n'a pas fait la guerre, mais qui l'a suivi avec angoisse et passion. Évidemment, la question que l'on se pose quand on voit votre film, ou disons que la réponse qu'elle semble donner à la question que l'on se pose, c'est au fond, très simplement, oui, il faut intervenir quand notre conscience nous le demande, et l'exige dans cette question du droit d'ingérence. La question, c'est d'abord qu'on n'est jamais intervenu. Depuis un siècle, on a laissé mourir les Arméniens sans intervenir. On a laissé mourir les Juifs alors qu'on pouvait l'empêcher. C'est ce que dit Yannick Enel, et il a raison contre Lanzmann. Roosevelt pouvait bombarder les voies ferrées. On n'est pas intervenu. On a laissé écraser la République espagnole. On a proclamé la non-intervention. On a laissé mourir les peuples d'Europe de l'Est sous la botte, fusiller les ouvriers de Budapest et de Berlin-Est. On n'est pas intervenu. On n'est jamais intervenu. Ça, c'est la donnée de base. Les démocraties, c'est une loi, ne défendent pas leurs valeurs. Elles les proclament, elles ne les défendent pas. Il y a une idée qui a germé il y a quelques dizaines d'années. Le premier à l'avoir formulée s'appelait d'ailleurs Jean-François Revel, et puis ensuite Bernard Kouchner, moi-même, etc., dont parlait Slama tout à l'heure, droit et devoir d'ingérence. La première fois que cette idée a été appliquée, la première fois où ça a marché, c'est comme ça, c'est avec cette affaire de Libye. Pour la première fois, une coalition d'États, gratuitement, sans raison coloniale, sans volonté impériale, sans intérêt particulier, par une espèce de sursaut de la conscience, je vais peut-être vous paraître naïf, y compris des chefs d'État, ont empêché un bain de sang promis dans un pays lointain. Et pour cela, cette guerre de Libye, elle est à marquer d'une pierre blanche, quoi qu'il arrive après, même si c'est pas exactement la démocratie telle que nous la rêvions, c'est un moment extraordinaire. Jean-Pierre Filu, sur cette question. D'abord, j'ai les plus grandes réserves à l'égard de droit ou de devoir d'ingérence. Le concept aujourd'hui validé au sein de l'ONU, c'est responsabilité de protéger, et c'est au nom de ce concept qu'a été adopté, après un discours historique d'Alain Juppé le 17 mars 2011, la résolution 1973 qui effectivement a ouvert la voie à l'action internationale et qui a, et c'est fort bien rappelé dans le film de Bernard-Henri Lévy, sauvé Benghazi où effectivement les tanks et les obusiers étaient sur le point de commettre un carnage, avec des images tout à fait fortes qui, je crois, doivent couper court à un certain nombre de polémiques qui ont eu lieu depuis. Mais ce qui s'est passé... Oui, les chars étaient déjà dedans. Et ça, c'est important à savoir, parce que c'est important parce qu'il y a eu tout de suite, d'ailleurs, rappelez-vous les déclarations de Ronnie Broman, par exemple. J'ai eu moi-même d'ailleurs un débat avec lui pour le journal Le Monde, qui avait le culot de dire qu'on n'était pas sûr que les chars étaient vraiment sur le point d'entrer à Benghazi. Cette espèce de révisionnisme de l'immédiat, de négociation. Attendez, de négociation. Je vais pas employer tout de suite les mots qui fâchent sur révisionnisme, parce que non, mais attendez, c'est le but. Dire que les chars n'entraient pas à Benghazi, je trouve que je les ai filmés. On les voit en train de commencer de détruire les premiers faubourgs de Benghazi. Il y avait des déficits d'information chez les uns et les autres. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien. Merci Marc Boincher, merci France Culture de permettre de rétablir l'information. Parce que ces images-là, évidemment, je les ai, elles sont filmées. Jean-Pierre Filu. Pardon, monsieur. Oui, mais simplement, parce que rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Je ne pense pas, avec beaucoup de respect, mais que votre film soit un document historique qui permette de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 7 mois-là. C'est un film animé par des convictions un peu plus sincères et fortes, mais qui est le film d'un homme qui se met en scène au centre d'une histoire et qui du coup fait passer dans les coulisses, dans l'obscurité, toute une série de développements qui ont eu une importance essentielle
également dans ce conflit. Moi, je suis historien, il est trop tôt pour faire cette histoire de cette guerre, mais je n'ai pas l'impression que votre document, qui présente un regard, une interprétation... Vous avez raison, oui. Bien sûr, bien puisse, sûr, bien sûr. en tout cas, il peut... Bon, alors, enfin, oui, l'idée, c'est quoi? C'est de montrer que tout de même, il faut s'élever. Il faut élever une voix et tenter de convaincre, quand on a le carnet d'adresse que vous avez, les chefs d'État, attendez, et au fond, de dire à Camon... Il s'agit il y a un peu de ça, quand pas même. de carnet d'adresse, non. D'abord, quand on a dû... Non, j'ai deux choses. Vous avez un accès direct à Nicolas Sarkozy, vous le convainquez. Mais comme tout le monde, attendez. Comme tout le monde. Moi, j'ai pas son portable. Mais moi non plus. Mais arrêtez avec le portable de Nicolas Sarkozy. Mais non, mais c'est pas grave, on peut avoir le portable. Non, mais je n'avais pas le portable, mais tout le monde me parle du portable Nicolas Sarkozy. Attendez. Je n'avais aucun accès direct avec Nicolas Sarkozy. Les derniers mots que j'avais échangés avec lui, c'était 3 ans plus tôt, des noms d'oiseaux, quand il avait reçu Kadhafi à Paris. On en était resté là. Et ça, le film le montre. On en était resté à Sarkozy m'attaquant, mais très durement, en disant les leçons de droits de l'homme du Zénith et du Café de Flore, ça va comme ça. Et moi, à peu près l'équivalent. Donc, pas de contact. J'appelle comme tout un Pékin moyen, j'appelle de Benghazi le standard de l'Élysée, ce que chaque citoyen a le droit de faire. Donc, j'avais pas d'accès direct. Les deux choses que j'avais, Marc Boincher, et que j'ai toujours, c'est du temps et de l'énergie. Voilà. Les deux un peu d'argent carburants. pour pouvoir le faire, ça. Non, Et mais un c'est peu pas... d'argent. Et un peu, oui. Richard Kapuscinski dit, dans ses mémoires, il dit qu'un bon reporter, il y a deux choses. Il faut avoir soit de l'argent, soit du temps. Quand on a de l'argent, ça permet d'économiser du temps. Si on n'a pas d'argent, on prend du temps. Moi, j'avais les deux. J'avais un peu d'argent, en effet, qui m'a permis d'affréter des bateaux pour faire sortir les combattants de Misrata et les amener à Paris, ou pour moi-même me faire quitter Paris pour aller à Misrata, bien sûr. Et j'avais du temps. J'ai décidé pendant ces 7 mois de ne faire que ça. Matin, midi, soir, nuit. Voilà. Donc c'est ça. Avec Malraux derrière vous, qui vous pousse dans Alors, le code de la troisième chemise, chose que j'ai, qui vous j'ai dit des- vas-y, quoi. J'ai de l'énergie, j'ai du temps, C'est ça, le et film, au j'ai fond. de la mémoire. Et j'ai de la mémoire. Et ce film, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, c'est vrai que c'est un film d'aventure, bien sûr, c'est un film C'est un d'aventure. carnet de Mais- guerre, hein. Un carnet de guerre, oui, mais c'est aussi un film de pèlerinage. Nous sommes avec mes camarades Marc Roussel, Gilles Herzog, François Margolin, nous sommes des pèlerins. Pèlerins de la 2e DB, pèlerins des premiers Français libres auxquels moi personnellement je voue un culte absolu. On vit dans une époque où l'expression France libre est devenue un oxymore. Moi, la France libre, c'est la plus grande et la plus noble confrérie du monde. Et pèlerinage sur la trace en effet de quelques personnages. Pardon, mais c'est mon côté là encore naïf, mais j'ai une vénération pour les grands écrivains combattants qui s'appellent Hemingway, c'est pas un écrivain, c'est un photographe, Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, Pour sur la moi, guerre d'Espagne. le moment où je découvre à New York, et ça c'est dans le film, ce film inédit de Cartier-Bresson, inconnu, pas inédit, inconnu, très peu de gens le connaissaient. Il y a un Espagnol, un spécialiste espagnol qui en a retrouvé la trace il y a 2 ans, mais on ne l'a jamais montré. Cartier-Bresson filmant la brigade Abraham Lincoln, c'est-à-dire le corps de volontaires américains ayant rejoint les brigades. Ça, pour moi, qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai chialé d'émotion quand j'ai trouvé ces images et j'en ai monté quelques minutes, quelques secondes dans le film. Mais avez-vous déjà rencontré des membres de la brigade Abraham Jean-Pierre Lincoln Filiu. Je n'ai pas rencontré de membres de la brigade Abraham Lincoln, non, ils sont d'abord très très vieux. Ils sont très très vieux, on parle d'hommes qui ont maintenant 90, 92 ans, 95 ans. Mais vous savez, c'est comme si, moi quand je les vois dans le film de Cartier-Bresson, quand je le vois dans toutes ces images archives de la guerre d'Espagne que j'ai pieusement recueillies, c'est comme s'ils vivaient. Hein. C'est comme dirait mon ami Jean-Jacques Schoull, Entrée des fantômes. Ce film, c'est Entrée des fantômes. C'est pas un film sur, enfin vous l'avez vu, c'est pas un film sur la Libye que j'ai fait. Il se trouve que moi j'ai connu le chef de la brigade Abraham Lincoln, écoutez, Milton Wolfe, pendant oui. qu'il vivait à San Francisco. Il est malheureusement décédé depuis. Oui. C'était quelqu'un qui avait des convictions extrêmement arrêtées et qui a continué de militer jusqu'à la fin de ses jours. Au parti, oui. Non, il n'était plus engagé. Il a été exclu du Parti communiste américain. Voilà, c'est ça. Très engagé, notamment aux côtés des révolutions centra-américaines, mais aussi comme juif progressiste, très engagé pour les droits des Palestiniens. Oui, ça a été comme ça un engagement d'une vie qui est allé bien au-delà de la guerre d'Espagne et qui continuait à mobiliser sur la côte ouest. Oui, mais je suis sûr de Et ça. vous connaissez ce petit film, Jean-Pierre Filiu? Il faut bien reconnaître Non, que j'ai c'était totalement découvert vraiment tout à fait grâce à très, Tom Bishop très et, impressionnant, ça. Très peu de gens le connaissaient, et c'est Tom Bishop que vous connaissez bien ici, et
c'est d'ailleurs beau, ça aussi, Tom Bishop, spécialiste de Beckett et de Joyce, qui derrière une affiche, je crois, d'un colloque consacré à Joyce, me parle de la brigade Abraham Lincoln. Alors, un homme qui est capable à la fois d'avoir la ligne directe avec cet ancien communiste exclu du parti et qui a été fidèle toute sa vie aux engagements de la guerre d'Espagne, et puis à ce qu'il y a de plus exigeant dans la littérature mondiale, ça, pour moi, comme on dit aux États-Unis, ça paie un film. Alors, Le serment de Tobrouk, en tout cas. Cela dit, pour te dire aussi, et donc cette idée de, au fond, et on nous essayant d'évoquer la question syrienne en deuxième partie avec la chronique de Brice Couturier et la partie débat, mais pour essayer de comprendre cette question justement à la fois d'action, d'envie d'agir comme vous l'avez fait Bernard-Henri Lévy, et puis c'est toujours fameuse question qui vont avec ce droit d'ingérence. On sait que certains, donc, qui sont très, vous l'avez cité, Bernard Kouchner en fait partie un peu des théoriciens avec Monti. Il y en a d'autres qui sont très circonspects, hostiles ou circonspects, comme Hubert Védrine, qui dit « J'ai toujours été réticent par rapport à la notion de droit d'ingérence et encore plus de devoir d'ingérence, tellement il me semble que ça correspond parfois aux arguments invoqués pendant toute l'histoire coloniale. » Comment avez-vous réglé, vous, cette question-là? Et vous êtes sans doute posé, Jean-Pierre Philu, quand vous avez, au fond, vous-même, en 86, été responsable d'un projet humanitaire dans une zone d'Afghanistan qui était tenue par la résistance anti-soviétique. C'est pas tout à fait comparable, mais j'imagine que dans la démarche, les questions se posent de la manière à peu près similaire, quoi. L'envie d'agir, d'accord, mais ensuite agir quand même. Comment? Bien d'abord se mettre à l'écoute d'un peuple qui subissait une épreuve absolument abominable. Il faut savoir que sur 15 millions d'Afghans, 1 million ont péri du fait de l'armée rouge et 5 millions ont dû fuir. Mais je l'avoue, j'étais pas vraiment dans le conceptuel, et j'étais plutôt dans l'aide. Il se trouve que c'était du développement agricole. Mais si on est dans le conceptuel, on fait plus rien. Non, est-ce que c'est pas ça, parce que non. maintenant, en plus, vu de ma petite fenêtre universitaire, j'aurais tort de dire cela. Mmh. Mais simplement, il y avait l'idée qu'à cette époque, un certain nombre de Français, et c'est connu aujourd'hui au niveau du peuple afghan, ont porté témoignage. Et que cette image de la France qu'ils ont donnée, à un moment où les Afghans étaient dans une nuit abominable, a, je crois, beaucoup plus servi la grandeur de notre pays, son influence, le respect qu'il a aujourd'hui, que 1000 tractations internationales. Mais que fait-on avec le soupçon, tout de même, qui existe, et puis qui peut être légitime, de post- ou de néocolonialisme? Voilà, de dire, voilà, nos valeurs sont universelles, et tout le monde doit vivre pareil. Comme des humanitaires vont comme monsieur dans l'épisode qu'il rapporte, quand ils vont se mettre au service d'un village, quand ils vont creuser un puits, quand ils vont aider des enfants ou des femmes souffrant, franchement, le colonialisme, il est très loin. Il faut avoir vraiment l'esprit mal tourné pour plaquer cette histoire d'aujourd'hui sur le cauchemar colonial d'hier. Ça, c'est vraiment la mauvaise foi. C'est l'argument de ceux qui ne veulent rien faire. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Il y a dans le film toujours cette image qui, pour moi, est très importante, qui est l'image de cette rencontre avec Massoud au milieu des années 90, où nous sommes entourés de ses chefs, de ses commandants dans le Panchir, et où, au fond, je lui propose la même chose, presque au mot près, que je vais proposer 15 ans plus tard aux Libyens. C'est-à-dire, comme vous dites, Jean-Pierre Philu, la nuit dans laquelle vous êtes est une nuit interminable, l'humanité est une, on ne peut pas décider à Paris de se laver les mains de votre sang, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Croyez-moi, dans cette conversation avec Massoud, dont les images sont dans le film, là je parle pas en abstrait, on est loin du néocolonialisme, ça veut rien dire. Et les gens qui donnent des leçons bien installées à Paris, comme ça, sous la Tour Eiffel, de néocolonialisme, ils n'y comprennent rien. Et moi, je crois que les humanitaires, et cette année-là, d'ailleurs, je travaillais pour une organisation humanitaire, comme vous, comme Jonathan Little, avant d'aller en Syrie. Les humanitaires, c'est les vrais ambassadeurs de la France, et les vrais ambassadeurs des valeurs européennes, très souvent, beaucoup plus que les ambassadeurs proprement dit. Jean-Pierre Philu, Bernard-Henri Lévy, réaction, commentaire. Peut-être Jean-Pierre Philu, parce que vous allez forcément dire qu'elle est très bien cette chronique Bernard-Henri Lévy de Brice Couturier. Jean-Pierre Philu, Syrie, bon, puisque pour essayer de faire aussi de voir comment. Puisque Syrie, il y a cet impératif effectivement non seulement d'indignation mais d'action face à des massacres perpétrés jour après jour. Alors d'abord, non, il n'y a pas de guerre civile en Syrie. Il y a une guerre menée par un régime contre son peuple encore aujourd'hui. Et ce qui est très frappant, c'est de voir
que du côté de l'opposition, donc de l'armée syrienne libre, il y a un grand sens de la maturité, de la retenue et une volonté de rester dans l'autodéfense. Donc on n'est pas du tout dans deux parties qu'on pourrait renvoyer dos à dos. De même qu'il n'y a pas une intervention parallèle de l'Iran et de l'Arabie, il y a une intervention à tous les niveaux de la République islamique de Téhéran par des conseillers qui aident la répression, par des techniciens qui facilitent les interceptions et permettent d'intercepter les opposants sur le net, par le brouillage des télévisions. L'Arabie elle-même, elle part beaucoup, et ce que je crains le plus, c'est que, en parlant d'intervention, au fond, on alimente ce qui est la propagande de l'Iran et de la Russie, qui eux sont engagés sur le terrain dans une forme de co-belligérance avec Bachar el-Assad. Vous avez, vous, demandé une intervention, c'était, je crois, le 30 mai, Bernard-Henri Lévy, pour une lettre adressée à François Hollande pour presser d'intervenir. Oui, moi je suis absolument favorable à l'intervention. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs alors quand on dit intervenir? C'est quoi? C'est des avions qui bombardent? C'est l'opération terrestre? Certainement pas une action terrestre. Évidemment non, pas plus qu'en Libye d'ailleurs. En Libye, à part le serment de Tobrouk le montre bien, quelques conseillers au sol chargés de guider les frappes des avions pour éviter les dommages civils, il n'y a pas d'intervention au sol. Donc bien sûr pas d'intervention au sol. Et à cette interpellation de François Hollande m'a d'ailleurs répondu, je trouve de manière assez digne, il venait à peine de prendre ses marques, de prendre ses fonctions. Il a répondu qu'il y était favorable dans certaines conditions, à condition que ce fût encadré par le Conseil de sécurité. On en revient toujours à l'ONU tout de même. On en revient toujours à l'ONU, oui, mais alors l'ONU, vous savez, Sarkozy et Cameron et Susan Rice ont réussi à faire plier Poutine une fois, on peut tout à fait imaginer qu'ils y arrivent une deuxième fois, mais surtout, il y a une information qui n'a pas été reprise en France. Je ne l'ai pas vue, en tout cas dans les journaux français. Susan Rice, l'ambassadrice, la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. La représentante permanente a déclaré mercredi dernier que si Poutine et les Chinois s'obstinaient à vétoiser, c'est-à-dire s'ils s'obstinaient à dire qu'il faut se faire à l'idée de 20, 30, 100 morts par jour et quelques oulas encore jusqu'à la fin de l'année, il fallait y aller sans le Conseil de sécurité. L'ambassadrice au Conseil dit qu'il faut peut-être se passer du Conseil. C'était mercredi dernier, après une audition par Jean-Marie Guéhenno, adjoint de Kofi Annan dans la fameuse mission Annan. Donc ça veut dire... Mais c'est très très dangereux, non, quand même, ça. Bref, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait au Kosovo. C'est ce qui a été fait au Kosovo. Enfin, c'est très dangereux pour les populations. Je dis pas pour nous. Je suis pas en train de dire oh là, il faut pas y aller, on va se faire mal. C'est très juste non. Parce que je vais vous dire pourquoi c'est plus facile. Mais je reviens surtout à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense, contrairement à ce que j'entends partout, que c'est probable. Enfin, c'est toujours difficile et les affaires militaires, c'est toujours horrible. Mais enfin, c'est moins difficile en Syrie que ça n'était en Libye. C'est moins difficile en Syrie que ça n'était en Libye. Pour l'instant. Eh ben, ça n'a pas l'air parce qu'on est intoxiqué, assommé par les sujets supposés savoir. C'est moins difficile pour 3 raisons. Premièrement, parce que Assad n'est probablement pas un psychopathe. Alors que Kadhafi était un dingue, qui était prêt à mourir jusqu'au dernier Libyen plutôt que de céder son pouvoir, Assad est un sujet, d'après tous les observateurs sérieux, est un être rationnel qui pourrait très bien entendre raison après les premiers bombardements ciblés, empêchant ses chars d'exécuter les enfants et les civils comme Aoula. Première raison. Deuxième raison. Il y a une instance régionale très importante. Arrêtons avec l'idée que c'est l'Europe contre les Arabes. Non, il y a quelque chose qui s'appelle la Ligue arabe. Et la Ligue arabe est beaucoup plus mobilisée contre Assad. On est content de vous l'entendre dire, Bernard-Henri Lévy, parce que si on vous fait un reproche sur Serment de Tobrouk, la Ligue arabe est peu présente dans votre film. La Ligue arabe, alors qu'elle était essentielle. Les Américains sans la Ligue arabe n'allaient pas en Libye. Naturellement, elle était essentielle. Justement liée au néocolonialisme que l'on évoquait tout à l'heure. Elle était essentielle parce qu'elle avait fait une déclaration qui a été très importante, mais là, c'est pas une déclaration dans le cas de la Syrie, c'est 10 déclarations. Ils ont exclu ou suspendu la Syrie de leurs instances. Tous ont exprimé le désir de voir Bachar el-Assad dégager. Deuxième différence. Et troisième différence, on ne parle pas de Hollande, on ne parle pas de la France et de l'Amérique. Il y a, contrairement à Kadhafi, il y a un grand pays de la région au sens large. La Turquie. Qui est la Turquie. Ça, c'est la grande différence avec la Libye. La Turquie est un pays
puissant, membre de l'OTAN, qui veut vraiment en finir avec Assad, qui a des plans qui sont prêts. Ouais. Moi, j'étais en Turquie, on voit c'est une des scènes du serment de Tobrouk, pour négocier des armes pour les rebelles libyens. J'ai rencontré ces gens. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un allié de poids en la personne des Turcs. En même temps, Donc, force pour de leur ces dire qu'on n'en veut pas en Europe parce que ça fait pas bien dans le tableau, je ne suis pas certain qu'ils soient toujours très oui, mais enclins à nous, on veut vouloir... oui, d'accord, on leur dit qu'on veut pas d'eux, mais eux, ils veulent plus d'Assad. Et le centre du monde n'est pas la position française sur la Turquie. Donc, pour ces trois raisons-là, arrêtons de dire que l'Orient compliqué et la Syrie impossible, c'est plus facile en Syrie qu'en Libye. Voilà la conviction. L'Orient compliqué, après en franchissant le cliché, sans doute que l'Orient est tout de même un peu compliqué, Jean-Pierre Filiou, surtout que tout de même il faut faire attention, tout de même notamment quand on ne parle pas la langue, et quand même à ce que l'on se fait entendre dire dans les négociations et autres types de choses de ce genre. Vous connaissez très bien la Syrie par exemple, vous y êtes allé plusieurs fois. Oui, mon premier séjour remonte à 1980, donc c'était, alors là pour le coup, pendant une guerre civile atroce qui opposait le régime aux frères musulmans. J'avais à l'époque traversé Alep où les hélicoptères du père Assad tiraient sur la vieille ville. Tout ça s'est fini par l'épouvantable bain de sang de Hama en mars 82, 8, 10 000, 20 000, 30 000 morts. Il faut voir que ce régime veut un Hama et que la force justement de la guérilla est de ne jamais lui avoir donné un abcès de fixation sur lequel il pourrait perpétrer des massacres d'aussi grande échelle, ce qu'il fera qu'il multipliera les roulas, mais qu'on peut voir d'ailleurs de nombreuses indications dans ce sens. Alors, il faut écouter les Syriens. Et les Syriens parlent beaucoup. Les Syriens communiquent beaucoup. Moi, je reçois tous les jours de l'intérieur et de différentes tendances des dizaines de documents écrits, vidéos. Alors, je constate une chose, c'est qu'ils n'ont absolument pas repris l'appel de Bernard-Henri Lévy dans aucune des composantes. Mais l'appel ne leur était pas adressé, il était adressé au président Hollande. Oui, et c'est d'ailleurs parce que vous l'adressiez au président Hollande qu'il a été diffusé en anglais, en allemand, en espagnol, il était adressé parce que le président Hollande ne comprenait pas forcément le français. Non, je veux dire par là qu'il était adressé. Moi, je n'aurais pas l'outrecuidance de m'adresser aux Syriens. Je m'adresse aux dirigeants des pays occidentaux pour leur dire ce que vous avez fait en Libye, vous pourriez le faire sous d'autres formes, de manière probablement beaucoup plus limitée en Syrie, et vous auriez l'appui pour cela des États de la région ou de la région élargie, c'est-à-dire de la Turquie. Moi, je ne m'adresse pas aux Syriens. Moi, la Syrie, je ne la connais pas. Pour l'instant, c'est niette de la Chine et de la Russie. Mais c'est niette de la Chine, de la Russie. Alors, oui, mais est-ce qu'on doit pour cela... Attendez, là on est dans une prise d'otage. Est-ce que l'opinion, est-ce que nous devons, jusqu'à quand, considérer que la Chine et la Russie disent ce qui est juste en matière de droits de l'homme? La Chine qui occupe le Tibet, la Russie qui a liquidé un quart... table du concert des nations. La Russie qui a liquidé un quart de la population tchétchène, de quel droit nous disent-ils ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Donc, si c'est ça, il y a des systèmes de légalité alternative. Sarkozy l'avait dit aux Libyens à l'époque, j'étais là le 8 mars, quand il les reçoit dans son bureau, et qu'il leur dit, on va pas laisser mourir Benghazi. On va y aller avec la communauté internationale. Et il y a un des Libyens présents qui s'appelle Mahmoud Djibril. La scène est dans le film, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président, si vous n'avez pas la communauté internationale? Sarkozy réfléchit une seconde et il dit, d'abord, je pense que je l'aurai. Et si je ne l'ai pas, on fera sans. Parce que le droit international, c'est formidable, mais pas quand il permet de servir de cadre. Mais pas quand il l'a. Il était prêt à y aller sans, avec, comme il l'avait dit, laissez-moi finir, ce jour-là, avec son ami Cameron, comme il a dit, avec ses amis de la Ligue arabe. Il était prêt à contourner un veto qui aurait été un veto inique, d'État cynique, se moquant des droits des peuples. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on aille mettre le nez dans leurs propres crimes. Pourquoi, à votre avis, Poutine s'oppose à ce point? Parce qu'il sait que s'il laisse passer une résolution sur la Syrie, on va aller lui chercher des coups sur la Tchétchénie. Bien sûr. Et les Chinois sur le Tibet. Pour rien au monde, ils n'accepteront d'ouvrir cette boîte de Pandore. Et quand on nous parle de la boîte de Pandore qu'on ouvrirait en Syrie, la vraie boîte de Pandore, elle est là. C'est la boîte de Pandore des crimes russes et chinois qu'ils ne veulent à aucun prix que l'on ouvre. Voilà la vérité. Jean-Pierre Filiu.
Alors d'abord, Mahmoud Djibril, il a tenu, je dirais pas le temps du serment de Tobrouk, mais fort peu de temps après la libération de Tripoli, et il n'est pas évident que sa fonction dans l'ensemble du dispositif de libération était aussi importante que celle qu'il croyait vivre. Et ce qui me frappe beaucoup dans tous les débats sur l'intervention, c'est que on les projette avec une couche de militants arabes qui sont déterminés, mais qui sont déjà, si j'ose dire, des extravertis, qui sont ceux qui sont en connexion avec les réseaux internationaux. C'est comme ça qu'ils rentrent en contact avec vous ou avec d'autres. Or, ce qui se passe c'est-à-dire actuellement... ceux qui sont hostiles à la guerre des civilisations, comme vous et moi. Il y a heureusement dans le monde arabe des femmes et des hommes qui pensent que l'Occident et le monde arabe peuvent s'entendre, peuvent se parler, peuvent construire un avenir commun. Moi, c'est ça les gens qui m'intéressent. Ah, les gens qui ne veulent pas, en effet, prendre langue avec l'Occident et qui pensent et qui vivent dans une espèce d'autisme d'une culture arabe figée et fermée aux idéaux démocratiques, cela, c'est vrai, il y a moins de dialogue. Jean-Pierre C'était Filiu. pas du tout de cela que je parlais, Ah, pardon, excusez-moi. j'ai mal compris. C'est actuellement ce que nous voyons, cette révolution arabe, qui n'en est qu'à ses débuts, est une recomposition des sociétés arabes des profondeurs, par l'intérieur. Donc on va avoir des cycles très accélérés de mutation des dirigeants. Hein. C'est évident en Libye, en Égypte, en Tunisie, et ce sera encore plus clair en Syrie. Ces personnes-là font la révolution à l'intérieur. Ça les occupe énormément. Ils n'ont pas forcément les relais qu'ils souhaiteraient, ou alors, c'est très frappant, aujourd'hui, l'opposition syrienne, le président Bourhan Ralioun, qui vient de démissionner, mais il avait été désigné par l'intérieur avant même qu'il ait été candidat, parce que l'intérieur voulait quelqu'un qui parle pour lui. Hein. Donc voulait ne pas avoir de soucis, si j'ose dire, avec l'extérieur et continuer sa révolution. Et à l'intérieur de la Syrie, où il y a donc une coalition très diverse et qui doit être diverse, parce qu'il s'agit de renverser un régime abject avec cette union la plus hétérogène des différentes composantes du peuple syrien. Il n'y a pas le consensus que vous croyez sentir pour l'intervention. Et quand je dis que votre appel n'a pas été relayé, c'est parce que d'autres appels de solidarité qui s'adressent à l'ONU, qui s'adressent à Poutine, eux le sont. Donc là, il y a un léger décalage, que je me permets de souligner, entre votre vision et ce que le peuple syrien en révolution... Non, mais disons les choses, c'est-à-dire que parfois, au fond, le risque, mais voilà, c'est qu'après tout, c'est les risques de l'action, dirons-nous. Mais le risque, c'est quoi? C'est qu'à un moment, au fond, un appel comme celui de Bernard-Henri Lévy énerve davantage ou serve de prétexte au pouvoir en question. Je vous assure, je vous garantis que... Ils n'ont pas besoin de ça, vous allez me dire, oui. Croyez-moi qu'à Homs et à Oula. Moi j'ai découvert le massacre de Oula sur YouTube le soir, pardonnez-moi, du court-circuit, enfin c'est comme ça, le soir de la présentation de mon film du Serment de Tobrouk à Cannes. J'étais là avec 2 combattants syriens qui étaient sortis clandestinement de leur pays par 2 pays limitrophes de la Syrie. 2 combattants, pas des enfants de cœur, des hommes rudes et âpres. On a découvert ces images ensemble, je les ai vus pleurer. Je les ai vus pleurer de chagrin, je les ai vus pleurer de colère, je les ai vus pleurer de rage devant ce massacre de leurs enfants fait dans l'indifférence générale. Alors croyez-moi que depuis ça, depuis Houma, ou depuis les images de Houma ce jour-là, les débats sur la question de savoir si l'intervention occidentale ne peut pas avoir un parfum néocolonial, ce sont des débats qui apparaissent, mais totalement surréalistes. Et les petites chicayas des exilés syriens à Paris, hein, qui prétendent... Il y avait eu ça en juillet dernier, on avait fait avec Laurent Fabius, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, un grand meeting à Paris avec des Syriens de toutes obédiences. Et on a fait une bande d'exilés, et encore exilés ou peut-être partisans du régime, tout ça se mêle, mais ça m'intéresse pas, pour dire qu'ils étaient contre ce meeting, qu'il fallait pas se mêler de leurs affaires, etc. Tout ça est lamentable et sans importance. La seule chose qui est importante, c'est comment on évite un nouveau Oula et comment on arrête la machine infernale que Bachar al-Assad a lancée et qui est une machine à guerre civile. Car il y en a un qui veut la guerre civile en Syrie, c'est Bachar el-Assad. Jean-Pierre Filiu, et alors Jean-Pierre Filiu, enfin, pardon de vous faire, c'est pas pour jouer les Madame Soleil, mais est-ce qu'on peut arrêter ou pas un nouveau Oula?
Ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, on a une logique de militarisation et de confessionnalisation de la crise qui est alimentée par le régime. Et tout ce qui peut aller dans ce sens-là fera le jeu du régime. Donc il faut effectivement être très conscient. Et on se rend moins compte, vu d'ici, que le régime a largement gagné la bataille de l'information. Et il y a des reporters citoyens, il y en a encore 2 qui sont morts ces derniers jours. Bassel Chehadeh à Homs le 28 mai, Shadi Morsen Juma à Rastan 3 jours plus tard. Et j'ai l'impression, moi je suis historien, mais que dans la presse, on ne prend pas assez en compte, on ne relaye pas assez ce travail qu'ils font au risque de leur vie. Et du coup, contrairement à ce qu'on croit, c'est encore la parole du régime qui domine et qui terrorise littéralement une grande partie de la population syrienne à qui on rebat les oreilles de ce qui s'est passé en Irak. C'était il n'y a pas si longtemps et c'est tout près, comme si ce qui se profilait pour la Syrie était déjà décidé à Washington, Paris ou ailleurs. Il faut voir qu'on est face à un peuple profondément nationaliste, profondément patriotique, et il y a aussi une question qui doit être soulevée, et je me tourne vers Bernard-Henri Lévy, c'est la question du Golan. Et là, il faut voir que sur cette question, donc le Golan, c'est l'Alsace-Lorraine syrienne, donc occupée par Israël depuis 67, annexée au mépris du droit international en 1981, des déclarations très fortes sur le Golan. Vous dites que Israël n'est pas en arrière de la main face aux révolutions arabes. Ce serait un signe extraordinaire qui serait lancé en direction du peuple vous tournez syrien. vers Bernard-Henri Lévy. Le problème, c'est que c'est pas Bernard-Henri Lévy qui occupe le Golan. Donc, sur cette question, oui, je sais, non, il aura du mal à vous répondre. Non, moi, ce qui m'a frappé, la Syrie, honnêtement, là, je vous laisse le dernier mot parce que vous êtes un expert et que vous la connaissez bien. Mais je connais bien maintenant la Libye. Et je peux vous dire que toutes ces histoires de nationalisme arabe, on resserre les rangs contre des interventions extérieures, etc., face à l'évidence des massacres et face au miracle de la main tendue, ça vole en éclats. Moi aussi, on me disait ça au début. On me disait, attendez, vous plaisantez, une intervention de l'Angleterre et de la France, mais ça va avoir des effets contre-productifs, ça va souder le peuple autour de Kadhafi, il va gagner la bataille de l'information. Non, les gens sont pas si bêtes. Les Libyens, malgré les 42 ans de propagande, de lavage de cerveau, etc., ils étaient pas si bêtes et ils savaient très bien que les avions français et les avions anglais étaient des avions de la liberté. Ils le savaient. Moi, j'ai vu, dans la scène qu'évoquait Marc Voincher tout à l'heure, Brice Couturier, en effet, je suis place Tahrir, devant 20 000 ou 30 000 personnes, on les voit à l'écran. Je leur parle, j'improvise un discours, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais rien préparé, j'improvise un discours. Ils n'ont aucune idée, évidemment, de qui s'adresse à eux. Pour eux, je suis un Français. Eh bien, un Français, il est ce jour-là le représentant de contingence, de hasard, de ces avions français qui les ont libérés. Et ils ne se demandaient pas si c'était des avions animés d'intentions machin. Et le fameux patriotisme arabe, tous unis contre le méchant Occident, ça n'existait plus. Il y avait 30 000 personnes qui brandissaient le drapeau français. Moi, et le drapeau libyen. Et dans cet enlacement des deux drapeaux, le drapeau libyen et le drapeau français, il y avait comme une gifle à tout, comme un démenti à toutes ces théories du clash des civilisations, du chacun chez soi, du attention à ne pas provoquer des crispations et des contre-réactions, etc. Tout ça était balayé par cette image magnifique que vous verrez vous l'avez vu dans le Serment de Tobrouk, des drapeaux français et libyens enlacés. Et Dieu sait que je suis pas chauvin, je suis même pas patriote. Je dis souvent, comme mon ami Philippe Solers, que je ne suis qu'un Européen d'origine française. N'empêche, ce jour-là, je me suis dit qu'on avait fait un grand pas depuis mes combats tiers-mondistes de ma jeunesse. Et Jean-Pierre Filu, monsieur le professeur, vous prenez-vous l'avion à votre tour dans demain, après-demain, une fois que vous aurez eu le prix au Sénat? Non, allez, enfin, on croise les doigts. Non, vous allez vous aussi donner des conférences le 10 et 11 juin à Tripoli et le 13 à Benghazi sur la seconde renaissance arabe. Qu'est-ce que vous allez leur dire, donc, justement, à ces Libyens? Déjà, je vais leur parler en arabe. À la fois à l'université et puis à Benghazi sur Libya Hourra, donc la télé. Alors dites-nous en arabe la seconde renaissance arabe. Nahda al-Arabiyya Thaniya. Et donc là, je suis très envieux là, parce que ça, moi, je savais pas le faire.
mais surtout réintroduire la perspective historique. Il faut voir que, entre autres choses, ces régimes ont complètement dévasté le sens de l'histoire. Ils se sont attaqués au département d'histoire pour que l'histoire, au fait, le pays naisse avec eux. On voit bien, ça participait du phénomène d'appropriation. Et donc, il y a une nécessité de redécouvrir cette histoire dans toute sa profondeur, dans toute sa diversité, et surtout de montrer, et je crois que c'est aussi au cœur de cette révolution arabe, qu'il n'y a plus de sauveurs, il n'y a plus de leaders charismatiques. Ils en ont suffisamment souffert, et partout ce qu'on voit, ce sont des mouvements qui sont des mouvements d'inclusion, de coalition, avec différentes personnalités de différentes tendances, et je crois et j'espère que c'est ce qui émergera le plus tôt possible demain dans la Syrie libérée de l'abject régime de Bachar el-Assad. Brice Couturier. Est-ce que vous estimez donc que la démocratie est devenue une revendication universelle dans la forme qui est la nôtre, la démocratie occidentale, libérale, parlementaire, etc. Il y a quelque chose de très simple, c'est que c'est le suffrage universel aujourd'hui qui définit la nouvelle scène politique et la recomposition. Vous voyez l'Égypte, vous voyez la Tunisie. Non, parce qu'on parlait d'un reflux de l'idéal démocratique il y a encore pas très longtemps. Il y a 2 ou 3 ans, à la suite de l'échec américain en Irak, on disait, vous voyez, en fait, la démocratie, ça ne s'exporte pas. Finalement, ça s'exporte. Ça ne s'exporte pas par le haut, par 150 000 GIs, qui croient justement que en coupant la tête, le reste de la société va suivre, et en plus en démolissant l'État et l'armée. Ce qu'on voit au contraire, c'est pour ça que je reviens sur ce grand mouvement qui part des profondeurs des sociétés, qui est donc du coup parfois troublant, parfois déroutant, d'une grande confusion, mais c'est ça la vie. Et je suis sûr que ces forces de vie sont en train de terrasser les forces de mort en Libye et ailleurs. Bernard-Henri Lévy. Oui, je suis d'accord, et moi, ce qui m'a frappé et ce que j'essaie de montrer dans le film, c'est que la guerre de Libye, c'est exactement, de ce point de vue et d'autres, l'inverse de la guerre d'Irak. Moi, j'étais un adversaire farouche de la guerre d'Irak, et j'étais un partisan, c'est le moins qu'on puisse dire, de la guerre de Libye, parce que c'est le contraire. Le contraire parce qu'il n'y a pas eu d'occupation. D'accord. Le contraire, attendez, parce qu'il y avait un mandat. Le contraire parce qu'il y avait une législation. Le contraire parce qu'il y avait une opposition construite. Et le contraire aussi, parce qu'on n'a pas imposé la démocratie à coups de bombe, mais parce qu'on est venu relayer une aspiration démocratique, alors qui prendra du temps, bien entendu, venu des profondeurs. Mais vous savez, qui prendra du temps. Alors les gens disent, mais alors regardez, la première chose qu'ils disent, c'est... Oui, voilà, d'abord, la charia veut exprimer par un membre de la nouvelle coalition au pouvoir, etc. Mais c'est comme si on se disait, parce qu'il allait y avoir les massacres de septembre, il fallait pas faire 1789. Ben non, il fallait faire 1789. Hélas, pas il fallait, mais on en est passé par les massacres de septembre, et puis la démocratie française s'est imposée. Mais cette manière là encore, il y a une espèce de racisme inconscient, et une espèce de façon un peu de racisme, en tout cas, de condamner une région du monde, le monde arabe, à une espèce d'impasse absolue. Non, on a connu ce cheminement-là, ils le connaîtront aussi. Et à mon avis, ils iront plus vite que nous. Et ils iront, je pense, plus vite que nous, absolument, parce que je suis frappé de la vitesse à laquelle, en tout cas en Libye, les réflexes démocratiques revenaient. Parce que vous dites, histoire confisquée, langue trafiquée, langue étrangère interdite, géographie bouleversée. Moi, c'est une chose qui me frappait quand je voyageais à travers les terres ou les mers. Grand truc des dictateurs, les cartes sont fausses. Les cartes sont fausses, les distances sont absurdes, etc. Ils ont à se repérer dans cette espèce de paysage mental complètement bouleversé, paysage intellectuel, donc on peut l'imaginer, c'est à l'avenant, et la manière, la rapidité avec laquelle s'incorporent les réflexes démocratiques est quelque chose d'absolument sidérant et qui, pour moi en tout cas, force le respect. Le coup d'œil à 8h44 de Thomas Cluzel. Thomas. Oui, avec la revue Esprit qui, dans son dernier numéro de juin, donc, a décidé de convoquer feu Michel Seurat, dont la relecture des textes publiés après sa mort en 86, en particulier Syrie, l'état de barbarie, témoigne, écrit Olivier Mongin, donc, de la pertinence de ses analyses. Car même s'il écrivait, bien sûr, à l'époque sur le père de Bachar, Hafez el-Assad, dans un contexte qui plus est différent, qui était celui de la guerre du Liban, la fin du panarabisme, la montée en puissance de l'islamisme, eh bien, il soulignait le type de pouvoir qui s'exerçait en Syrie. Et ainsi, en se référant notamment à Hobbes, Hannah Arendt ou Claude Lefort, autant qu'à Max Weber, eh bien,
Il voyait dans la machine de pouvoir installée à Damas un instrument violent cherchant à tenir et à survivre en déstabilisant toutes les institutions susceptibles de lui faire concurrence. L'État n'a pas dans ce cas de figure pour rôle d'instituer, mais de désinstituer. Le pouvoir syrien est une machine à nuire et à fragiliser tout corps en voie de constitution, à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'échelle régionale ou internationale. C'est donc une machine à propager de la violence. Ce régime de violence ininterrompu doit briser les ressorts de tout ce qui se présente comme un stabilisateur politique, que ce soit un État, un parti, une communauté, mais aussi l'armée, en s'appuyant donc à l'occasion sur des acteurs auxquels il sous-traite la violence. Et après les groupes terroristes donc cachés hier au Liban, les assassins de Sera, le régime sort aujourd'hui des criminels de prison pour grossir les cohortes de Shabia qui ont pour seul mot d'ordre d'empêcher les rassemblements, les manifestations de rue, de cogner et de torturer dans des conditions indescriptibles. Parler d'état de barbarie à propos de la Syrie ou d'État terroriste, ce qui ne l'assimile pas à un État totalitaire, ne revient pas à dire que le peuple syrien a des mœurs barbares, mais que le régime pratique une violence barbare relayée par des Assabiya, ce qui s'avère plus juste que jamais aujourd'hui, et de conclure, le pouvoir syrien ne peut en finir avec la violence puisqu'elle lui est consubstantielle. Voilà, réflexion donc sur la violence, le pouvoir et les villes proche-orientales, Syrie, l'état de barbarie de Michel Sera qui n'était plus trouvable en librairie, voilà, qui vient d'être republié donc au PUF, Presse universitaire de France. Réédité, nous sommes quasiment au terme de l'émission, 2 petits mots sur cette question-là, et peut-être aussi, on a évoqué la Turquie, mais sur la question de la Syrie, il y a le Liban, là aussi que vous connaissez bien, Jean-Pierre Filiu, il y a des risques de débordement. On a vu des commerçants appartenant à des Alaouites, des commerces appartenant à des Alaouites qui ont été incendiés lundi à Tripoli, dans le nord du Liban. On parle et on craint encore une fois de débordement et d'exportation même des conflits vers le Liban. Et vous connaissez bien cela. Vous avez témoigné notamment, je crois, devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur la tragédie des civils disparus dans le conflit libanais en 84. Je crois que Bachar el-Assad va jouer la crise régionale, l'extension. C'est pourquoi il y a non seulement effectivement la responsabilité de protéger qui doit être prise en compte, mais aussi le fait que le dictateur syrien est devenu aujourd'hui la principale menace à la stabilité du Moyen-Orient. Donc le plus tôt il partira, le mieux ce sera. Et on peut espérer que c'est un message, même d'un point de vue réaliste et cynique, que les Russes et les Chinois entendront. En tout cas, le plus tôt serait le mieux. Dernier mot, le plus tôt il partira, le mieux ce sera. Je crois entendre Laurent Fabius le 3 juillet 2011 au meeting pour la liberté en Syrie que nous avions organisé. C'est à peu près ce qu'il avait dit. Dans un beau discours d'ailleurs, où il ajoutait qu'on était entré dans un âge nouveau, où on ne pouvait plus se contenter de la souveraineté des frontières, mais où il fallait conjuguer avec l'impératif de souveraineté l'impératif de protection, et que la Syrie était le lieu où cette conjugaison devait se faire. Eh bien, puisse le Laurent Fabius d'aujourd'hui, celui qui a pris en main les destinées des affaires étrangères de la France, se souvenir du Laurent Fabius du 3 juillet dernier, où il parlait excellemment, avec beaucoup de sagesse et de vigueur. Et j'espère que la grosse machine dont il a aujourd'hui la charge ne viendra pas étouffer sa belle analyse.